Mais ça peut valoir le coup d'essayer des fois d'interpréter ces événements de vie. Parce que plus on essaye d'interpréter quelque chose, plus on y arrive. Plus on devient bon en traduction. D'accord? Et si jamais on ne comprend pas, alors on n'a pas compris les envies non envies, parce nous on regarde pas vers le bas, hein. Donc on ne comprend pas envie non envie, on ne comprend pas les rêves parce qu'on ne s'en souvient pas ou on n'a pas appris à les interpréter. On n'a pas compris les événements de vie qui sont arrivés pour nous transmettre ce fameux message. Et bien ça passe au niveau au-dessus. Et le niveau au-dessus, c'est le niveau corporel. Le corps. Ben oui, vous vous rappelez le petit enfant qui tapait à un moment donné contre la jambe, parce qu'il s'est rendu compte que c'était le seul moyen d'interpeller vraiment cet adulte qui était en haut. Voilà, et bien on passe à ce niveau-là, le niveau corporel, et ça correspond au niveau des ressentis corporels, des douleurs. Et bizarrement, l'endroit où cette douleur est ressentie, eh bien symboliquement, ça a une signification. Encore symbolique, décidément. Et puis, ben voilà, hein, j'ai rien inventé. Hein, là, je fais que dire ce qui est étudié depuis la nuit des temps, ce qui est connu déjà depuis la nuit des temps. Il y a aujourd'hui même des tas de bouquins qui s'occupent de psychosomatique. Bizarrement, l'endroit où arrive quelque chose, eh bien, il y a une interprétation symbolique à comprendre. Ça serait que notre inconscient, cette petite partie qui veut nous transmettre ce message, elle utiliserait comme endroit, cible, exactement un endroit qui est censé nous interpeller et nous faire comprendre quelque chose consciemment parlant, à condition qu'on essaye de le comprendre. Alors il y a plein de gens, oh là j'ai mal là, oh là, ben, c'est pourquoi, ben, parce que j'ai pris une mauvaise position dans le lit, peut-être, peut-être pas. C'est toujours la faute de d'autres choses. On regarde jamais vers l'intérieur vraiment. Au-dessus des douleurs corporelles, eh bien, il y a les douleurs chroniques. Parce que si, à force d'envoyer des petites douleurs ponctuelles, eh bien, ça n'a pas été compris, eh bien, ça va devenir des douleurs chroniques. Parce que là, le message, il est tellement important à transmettre qu'il devient urgent de le transmettre. Il devient urgent que le conscient l'entende. Donc ça devient chronique. Et si jamais on n'entend pas les douleurs chroniques, qu'est-ce que ça devient? Des maladies. Voilà, bravo. 10 sur 10. Eh oui, ça devient une maladie. Le mal a dit, selon cette bonne vieille décomposition du mot. Voilà, le mal a dit. Ça serait comme un niveau ultime, voilà, qui utiliserait cette partie qui veut nous transmettre un message important, eh ben, pour nous interpeller. Et puis si jamais la maladie, elle nous interpelle pas du tout, ça peut même aller plus loin. À l'intérieur, à force que cette petite partie de nous, elle veuille nous envoyer des messages, et à force qu'en haut, ça tourne même pas la tête vers le bas, c'est comme si à l'intérieur, ça se mettait un petit peu à ressentir du désespoir. Le message, il est tellement important que là-haut, ça tourne même pas la tête en bas. Donc ça finit par dire, mince, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. C'est marrant, hein, ce truc-là, mais je vais vous prendre un exemple concret. Tout à l'heure, alors je vais prendre plutôt l'exemple de la personne qui en prend un petit peu trop sur son dos, qui sait jamais dire non aux autres. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, oh putain, il parle de moi, là. Voilà. Et des fois, non, mais on le fait plus ou moins à un moment donné. Mais des fois, ça devient quand même un comportement qui est tellement exagéré, qui freine, qui limite énormément. Et il crée beaucoup de problèmes au quotidien. Et je crois qu'il y a cette petite partie à l'intérieur qui est une sorte de superviseur de l'inconscient, un petit matelot qui se met au-dessus et qui regarde le fonctionnement de tout le monde. Et il dit, oh là là, celui-ci, là, ça fout le bordel, hein, le bateau, il n'arrive pas à avancer à cause de lui. Donc, eh bien, imaginez ce comportement-là. Comment il va se traduire avec l'échelle que je vous ai expliquée? D'abord, par une non-envie. C'est-à-dire quelqu'un va vous demander un service, et puis vous n'allez pas avoir envie de lui dire oui. Vous allez dire oui quand même. Vous n'avez pas écouté la non-envie. Pourtant, il y a une partie de vous qui vous disait non, là, t'as pas l'énergie, t'as pas le temps. Enfin, je sais pas, c'est pas le moment, on le fait pas. Mais non, j'ai tellement peur qu'elle m'aime pas, cette personne, ou qu'elle dise que je suis une personne qui gna, je sais pas. Voilà, je vais le faire quand même. Allez, c'est parti, on n'a pas écouté la non-envie. Allez, on passe au niveau suivant. Je suis super simpliste sur mon exemple, mais il est représentatif. Le niveau suivant, j'ai dit, c'était les rêves. Alors, je sais pas, cette personne, elle va rêver... je vais être encore super simpliste, qu'elle porte une terre, Atlas. Voilà, elle porte un truc super lourd qui l'écrase. Alors, l'inconscient, il essaye de faire ce qu'il peut en utilisant une symbolique qui est, à son avis, représentative pour le conscient, en fonction de notre vécu, en fonction de tout ça. Il va se dire, normalement, là-haut, ça va comprendre. Et ce qui fait qu'on fait ce rêve, là, d'être écrasé.
Allez, on comprend rien. Oh, il était marrant ce rêve. C'est tout. Allez, on passe au niveau au-dessus. Ça va être quoi? Des événements de vie. Il va se passer plein de gens qui vont abuser de notre, de notre gentillesse et on va dire « Oh, qu'est-ce que les gens, ils abusent hein, !» et ainsi de suite. Oui, oui, peut-être. Il y a les gens qui abusent et il y a les gens qui laissent les autres abuser d'eux. D'accord? Ce qui fait que, voilà, eh bien, événement de vie, il va y avoir plein de gens qui vont abuser. Pourquoi pas? C'est un exemple simpliste. Et si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas tous ces événements de vie que cette partie vient d'attirer, eh bien, on passe au niveau encore au-dessus. Et ça va être quoi, à votre avis? Ah, bravo! Voilà, j'ai mal au dos, j'en prends trop sur mes épaules et ainsi de suite. Alors ça va être soit des problèmes au niveau lombaire ou ailleurs, quelque part dans le dos. Bizarrement, l'inconscient, il se dit, bah tiens, le dos, j'en ai plein le dos. En plus, avec son langage qu'il utilise sans arrêt, là-haut, j'en ai plein le dos, il va peut-être comprendre. Non, même pas. Pas tout le monde. Hein. Donc voilà, et on finit par avoir des douleurs lombaires, on dit, oh putain! J'ai porté un truc mal. Alors c'est sûr, ça peut contribuer, hein, mais d'une certaine manière, regardez la raison profonde. Et voilà, et bizarrement, ça va arriver surtout aux personnes qui en prennent sur leurs épaules et qui se sentent écrasées. Et il y a une partie d'eux qui leur dit, eh ben, écoute, c'est pas bon pour notre équilibre global, on n'est pas bien. On se réalise pas comme ça nous freine. Vous comprenez le truc? Et puis si jamais on n'entend pas ce message, ça va devenir une douleur dorsale chronique. Puis après, je ne sais pas, n'importe quelle maladie avec un joli nom, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est important à un moment donné d'écouter ces parties-là, cette petite partie, qui est une sorte de superviseur de notre inconscient et qui nous envoie ses envies, ses non-envies, qui nous transmet ses rêves, qui nous transmet ses événements de vie. Et on peut apprendre à les lire, on peut apprendre à les comprendre, on peut apprendre à les déchiffrer de mieux en mieux. J'ai parfois l'impression que l'inconscient, ça serait comme un petit animal, un petit chien. Tout le monde a déjà eu un petit chien ou un petit chat ou un truc comme ça. Et bien, au début, on voit ce petit chien là qui arrive, on comprend pas grand-chose de ce qu'il veut dire. Ou alors un bébé même, hein. Avant de commencer par les animaux, peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu un bébé. Eh bien au début, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire, et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, eh bien on arrive à interpréter tel aboiement, ça veut dire ça, tel aboiement, ça veut dire ça, telle petite mimique, ça veut dire ça. Pas pour le bébé, hein, pour le chien. Et puis le bébé, très rapidement, au bout de quelques semaines, déjà, il y a des liens qui vont se forger. Et puis, à force d'observer, on va devenir de plus en plus fort en traduction. Et ce qui fait qu'on va comprendre n'importe laquelle de ces petites attitudes et ainsi de suite, d'une manière spontanée, comme ça, évidente. Voilà. Tout ça pour imager le fait que ce n'est pas parce que il y a à l'intérieur de nous une entité qui est complètement différente de notre conscient qu'on ne peut pas se débrouiller pour améliorer notre capacité à la comprendre, cette partie-là. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas notre langue qu'on ne peut pas le comprendre. J'ai comme dans l'idée que si on nous enfermait, allez, on m'enferme ou on vous enferme, tiens, madame, pendant un mois dans un loft, ça vous va? Non? Qui c'est qui aimerait bien un mois dans un loft avec un Chinois? Ou une Chinoise, hein? Peu importe. Je dis chinois parce que la langue, elle est tellement différente et même l'écriture est très différente. Eh bien, on vous enfermerait pendant un mois là-dedans, dans ce loft avec ce chinois ou cette chinoise. Eh bien, au bout d'un mois, il y aurait une sorte de langage qui serait mis en place. Ça serait de la symbolique, ça serait des langages des mains, des signes, et ainsi de suite. Mais il y aurait quelque chose qui ferait qu'au moins, sur les choses de base, vous arriveriez à communiquer. C'est marrant, ça, hein? Pourtant, c'est quelqu'un qui, à la base, n'a pas du tout la même culture, n'a pas du tout la même façon forcément de penser et d'exprimer ses pensées. Voilà. De la même manière, eh bien, le petit chien, c'est pareil. À force de l'observer, à force de le regarder, on arrive à comprendre de mieux en mieux. C'est toujours ça. On peut toujours améliorer sa capacité à comprendre une entité qui pourtant n'est pas du tout dans la même dimension. Eh bien, on est capable de ça. Pourquoi ne pas le faire avec son inconscient ? Ça serait dommage. Voilà. Alors en fait, on se retrouve donc avec ce capitaine qui pendant des années est à bord du bateau et qui pendant des années a fait comme si l'équipage il n'existait pas. Alors c'est bizarre, quand je veux aller dans cette direction, j'ai beau pointer mon doigt vers là-bas, ça y va pas. C'est bizarre.
Et puis ce capitaine, il est là-haut, et puis il a vraiment la sensation que le navire, il avance tout seul. Oh, il a peut-être entendu de loin qu'il y avait peut-être une légende comme quoi il y avait des matelots, un équipage, mais bon, lui, il pense consciemment qu'il est le seul à gérer tout, à comprendre tout, à expliquer tout. Ce capitaine, fort de sa grande logique et de son grand esprit cartésien, il pense qu'il peut tout contrôler, le conscient. Et en fait, il y a ce pauvre équipage qui est là, qui fait de son mieux, parce qu'on va dire que chacun des petits matelots, il a toujours une intention positive. Tout comportement qui a été mis en place, ça a une intention positive, ça a une bonne raison d'être. On va dire qu'il y a toujours vraiment cette profonde envie de faire le mieux, d'accord, pour le mieux. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec tous ces petits matelots qui ont mis en place plein de choses. Pour certains, ça fonctionne très bien. Hein. Vous avez vu, le cœur, là, pour ceux qui sont là, apparemment, ça fonctionne bien, et ainsi de suite. Il y a plein de comportements qui sont tout à fait bénéfiques. Mais on se retrouve avec plein d'autres matelots qui, vu qu'ils n'ont pas été orientés, guidés, je dirais, orchestrés, eh bien, ils se mettent à faire un petit peu n'importe quoi parce que personne leur a dit, oui, ça c'est ok, ça va pas, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est plus bon parce que ça a été bon à une époque, mais aujourd'hui, c'est devenu obsolète, dépassé. Il y a personne qui, à un moment donné, joue son rôle de capitaine à bord de son navire. Bref. Je veux dire, il n'y a rien dans notre culture qui permet, dans notre éducation, qui permet de réactualiser tout ça. Alors qu'il suffirait d'aller voir cette petite partie qui est responsable de ce comportement et de lui dire, voilà, merci. Tu as fait un super beau boulot. Alors là, tu l'as même fait d'une manière super musclée. Hein. Tu l'as fait super bien, merci, parce que tu voulais le mieux, tu voulais me protéger, tu voulais nous protéger. Mais aujourd'hui, c'est devenu inutile, c'est devenu obsolète. Donc, j'aimerais juste que tu imagines une autre façon de faire ton boulot, une manière qui serait beaucoup plus intéressante et qui va nous permettre d'aller encore plus facilement, d'une manière plus fluide, vers notre objectif. Notre objectif commun que j'ai défini en tant que capitaine, moi. Et on peut aller voir cette petite partie et lui proposer ça. Et la petite partie, à partir du moment où on ne lui demande pas de disparaître, on ne lui demande pas de ne plus exister, elle va se faire souvent un grand plaisir de faire une sorte de reconversion. Les petites parties à l'intérieur, les petits matelots, ce dont ils ont le plus peur, c'est de ne plus exister. Demander à un comportement de ne plus exister, ça serait comme vouloir se couper un bras. Qui a envie de se couper un bras là ? Personne. Ben oui. Mais à chaque fois qu'on demande à un comportement de disparaître, peut-être est-ce que c'est ce que l'on fait d'une certaine manière. Alors en fait, dans la nature, peut-être que vous le savez, mais rien ne se perd, tout se transforme. L'idée, ça serait plutôt, comme je vous disais, de faire preuve de pédagogie, d'aller voir cette petite partie et de lui dire « Merci d'avoir fait ce boulot, je n'ai pas envie de te mettre sur la planche et de te jeter par-dessus bord, mais eh bien, tu vas aller voir le responsable des ressources humaines du bateau et tu vas trouver un job pour passer toute l'énergie là que tu sais passer au quotidien, pour trouver un job beaucoup plus adapté à ce qu'on en a besoin de faire aujourd'hui. » Et puis cette petite partie, elle le fait à partir du moment où on lui demande. En hypnose, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a énormément de choses qui ne se font pas au quotidien, tout simplement parce qu'on ne les a pas demandées. On n'a pas demandé à notre inconscient de faire des choses, on n'a pas appris la manière de lui demander des choses qui fait que ça ne se fait pas. Cet inconscient, il est OK pour faire plein de choses qui sont super pour nous, parce qu'encore une fois, son objectif, c'est bien un objectif de tranquillité, de fluidité, de facilité. Mais à partir du moment où on lui demande de le faire, et à partir du moment où c'est bon pour nous, eh bien ça va se réaliser. Au moment où c'est bon pour nous, de la manière dont c'est bon pour nous. Qui n'est pas toujours la manière très cartésienne qu'on a d'imaginer la manière dont se réalisent les choses d'ailleurs. Notre esprit logique, là encore, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que je vais reprendre un petit peu le rôle du capitaine. Ça serait donc de dire, moi aujourd'hui, je me définis en tant que capitaine de mon bateau, je définis un cap. Et on va aller vers là-bas. Regardez, c'est une magnifique île, avec du sable blanc, il y a des arbres fruitiers partout. Voilà, c'est le cap qu'on se fixe. Alors, je ne sais pas. Ce cap, en réalité, ça peut être pleinement heureux, épanoui, être pleinement heureux au quotidien et se lever tous les matins et se sentir d'une manière tellement bien que c'en est presque déraisonnable. Indécent de se sentir si bien que ça. Voilà, c'est ça le cap. Et après, au-delà de ça, une fois que le cap il est défini, l'idée, ça serait de faire, je dirais, une réorganisation intérieure de tous ces petits matelots. Donc toi qui as fait ce boulot jusqu'à présent, tu vas avoir un responsable des ressources humaines, tu vas en trouver un autre. Parce que moi, en tant que capitaine, je ne suis pas équipé pour trouver un autre boulot.
Mon conscient, il est trop limité pour pouvoir le faire. Toi, là, qui fais un boulot qui est complètement inutile, c'est un bug. Hein. Il y a des fois des allergies. Il y en a qui connaissent les allergies. Eh bien, rendez-vous compte que beaucoup d'allergies, c'est tout simplement une sorte de bug du système immunitaire, du petit matelot qui s'occupe du système immunitaire. Il pense que cette chose-là, eh bien, c'est un élément pathogène, donc il va vouloir le rejeter en mettant en œuvre tous les mêmes processus que l'on utilise quand on est face à un élément qu'il faut vraiment évacuer d'urgence. Donc il va y avoir une libération d'histamine exagérée, avec le nez qui coule et tout ça, alors qu'on est face à un grain de pollen. Peut-être que le grain de pollen, il ressemble plus ou moins. Il a peut-être une silhouette qui ressemble à quelque chose qui est pas bénéfique, mais en attendant, ça reste un grain de pollen. C'est végétal, voilà, tout va bien, d'accord ? Voilà. Ce qui fait qu'il y a certains petits matelots qui font un job qui est, c'est un bug. Avec tout ce que fait l'inconscient, au moment où on est en train de parler, il fait des millions de choses à la fois. Peut-être qu'on peut lui accepter le fait que des fois, il y a une petite imperfection, non ? Le monde est imparfait, on est nous-mêmes imparfaits. Donc pourquoi cet inconscient serait-il parfait ? Pourquoi lui demanderions-nous d'être parfait ? Des fois, il y a des bugs, il faut le savoir. Il y a des comportements ou des choses, des processus qui sont à l'intérieur qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Et là, encore une fois, il suffit d'aller voir l'inconscient et de lui dire « Oh, regarde, ici, vérifie si ça sert à quelque chose ou pas. Ça sert à rien ? Eh bien, allez, enlève. » Et dans une séance pour les allergies, enfin contre les allergies, eh bien ça se passe souvent en une séance comme ça, très rapidement. Alors en fait, on a soi-même un potentiel de guérison, un potentiel de transformation qui est gigantesque. Je me demande où en est la limite aujourd'hui. Alors bien entendu, au début, quand on devient capitaine de son navire, quand on renoue le contact avec son inconscient, qu'on prend conscience de toutes ces choses dont je viens de vous parler, eh bien, on ne sait pas quels sont les processus à utiliser pour transformer un petit matelot. Je vous ai parlé de lui parler de reconversion tout à l'heure. Comment on fait pour dire à une petite partie de se reconvertir ? Quel est le processus ? Eh bien ça, en hypnose, on apprend à montrer aux gens, à les guider pour qu'ils apprennent à le faire eux-mêmes, de manière à ce qu'après, ils soient même autonomes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est montrer un processus à un client pour qu'après, il puisse être autonome là-dessus, il l'ait compris suffisamment consciemment, pour pouvoir le réutiliser, savoir se remettre dans le même état, et alors aller modifier quelque chose qui ressemblait un peu à la même chose. Quand on sait modifier un comportement, on peut en modifier un autre, et encore un autre, et encore un autre. L'idée, c'est de devenir autonome de ce côté-là. Et pourquoi on n'est pas autonome de ce côté-là ? C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas appris. C'est peut-être tout simplement un enjeu d'apprentissage, de la pédagogie à acquérir, de la compréhension de l'écoute. Alors, dans une séance comme celle-ci, en fait, on va voir l'inconscient en tant que conscient, et puis il va se passer comme une sorte de petit pacte. Un pacte entre le conscient et l'inconscient. Ce conscient, il va aller voir l'inconscient, et puis il va dire, voilà, à partir de maintenant, j'ai compris. J'ai compris que tous les jours, tu m'envoies des messages, et que jusqu'à présent, on ne m'avait pas appris à les comprendre. On ne m'avait pas appris à décrypter ça. Je ne savais même pas que ça, c'était un message que tu m'envoyais. Pourtant, tu m'en envoies depuis que je suis tout petit. Eh bien, à partir de maintenant, j'ai compris que quand il y a une envie, il y a un message à lire derrière tout ça. Que quand je fais des rêves, peut-être que certains ont un sens. Que quand il m'arrive des événements de vie, il y a peut-être un sens à lire derrière. Que quand j'ai une douleur physique, je peux peut-être essayer d'apprendre à la comprendre. Ce que tu veux me dire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai compris ce processus et je vais chercher à te comprendre de mieux en mieux. À partir de maintenant. Et bizarrement, puisque je vais chercher à te comprendre, je vais y arriver tous les jours un petit peu mieux. Comme avec le petit chien dont je parlais tout à l'heure. On comprend tous les jours de mieux en mieux, uniquement parce qu'on cherche à le comprendre, parce qu'on accepte d'observer. Je vais arrêter de faire croire que tu n'existes pas, inconscient. Je vais juste l'accepter une bonne fois pour toutes, et peut-être que la chose la plus absurde, c'était de dire que tu n'existais pas et de ne pas fonctionner avec toi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qui est le plus absurde, c'est qu'un capitaine fonctionne sans son équipage ? C'est se priver de tout le potentiel que représente cet équipage. C'est dommage. Mais le conscient est fait d'une telle manière qu'il pense qu'avec sa logique, son esprit cartésien,
Il peut tout résoudre, il peut tout expliquer. Et voilà, regardez, ça fait un siècle qu'on essaye de tout expliquer avec la médecine, avec la science. On essaye de tout comprendre et de tout reproduire. On a fait des progrès magnifiques en science. C'est magnifique ce qu'on a réussi à faire pour faciliter la vie, pour la rendre plus simple. Mais à côté de ça, on a fini par croire qu'on pouvait tout expliquer, tout comprendre. On dit voilà, inconscient, maintenant j'ai compris ce processus, j'ai compris que tu es d'une nature qui de toute manière me dépasse, mais je vais apprendre à te comprendre. Ce qui fait que de jour en jour, je vais arriver à utiliser ce potentiel. Quand tu me dis oui, quand tu me dis non, je vais devenir une de ces personnes qu'on appelle intuitives. Et puis, s'il y a un comportement qui est pas très bénéfique pour moi, je vais te demander de le transformer. Et ce qui fait que de jour en jour, les choses vont devenir de plus en plus fluides, de plus en plus faciles. Et au-delà de ça, j'ai compris une chose essentielle. C'est que mon corps, le corps, c'est comme une extension de l'inconscient dans le monde concret. Ben oui, à chaque fois que tu veux me transmettre un message, tu as vu, tu utilises mon corps. Se parler à soi-même, ça n'est pas être schizophrène, attention. C'est peut-être tout simplement être lucide. Je dis que quand ce contact il est vraiment renoué entre le conscient et l'inconscient, ça crée de l'unité intérieure, de la collaboration intérieure, de la profonde congruence. Et là, ça fait que conscient et inconscient, ils vont dans le même sens. Et ils se donnent la main. Parce que le conscient sans l'inconscient, il ne peut pas grand-chose. Et l'inconscient sans le conscient, eh bien, il tourne en rond aussi. Dans ces séances, donc, on dit à cet inconscient, je vais apprendre à te comprendre. Et j'aimerais aussi que, vu que je t'écoute maintenant, petit enfant là, qui m'envoie des messages en hurlant, maintenant que je t'écoute, peut-être que tu peux m'envoyer les messages le plus doucement possible. Tu n'as plus besoin d'hurler, je t'écoute, tout va bien. Et puis, un pacte, ça se fait toujours à deux. C'est toujours un engagement de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un, d'accord ? C'est vraiment à double sens. Ce qui fait que ce que l'on peut faire, c'est demander à cet inconscient, à partir du moment où le conscient va chercher à le comprendre, eh bien de trouver plein de solutions pour que le conscient y arrive de mieux en mieux. Plein de solutions pour que le conscient, eh bien, il devienne un super traducteur rapide, intuitif et spontané en ce qui concerne les messages inconscients. C'est intéressant ça, non ? Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est l'enjeu des séances d'hypnose d'apprendre aux gens, ou alors de l'auto-hypnose d'apprendre à communiquer avec son inconscient. Mais vous savez, pour faire de l'auto-hypnose, il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans un état de transe hypnotique super profonde et puis d'attendre d'avoir une lévitation du bras pour dire c'est bon, mon inconscient il m'écoute, et puis de lui transmettre des messages et tout ça, c'est super compliqué ça. Et en plus, ça ne peut pas se faire partout. L'auto-hypnose, c'est peut-être un mot super compliqué pour désigner quelque chose de beaucoup plus simple. Peut-être que faire de l'auto-hypnose, c'est tout simplement savoir se mettre dans un état de calme suffisant pour pouvoir se concentrer vraiment sur ce que l'on demande à son inconscient sans penser à d'autres choses en même temps. Vous savez, en auto-hypnose, il suffit juste de se mettre dans un état de conscience suffisamment concentré, suffisamment calme pour pouvoir parler à cet inconscient comme si on baissait le son des chaînes hi-fi autour et qu'enfin cet inconscient il peut nous écouter facilement. C'est ça. Alors, vous pouvez faire de l'auto-hypnose en étant tranquillement chez vous, en train de vous débarbouiller le visage dans la glace, prendre 2 secondes, respirer un moment, clac, et vous parler à vous-même. Encore une fois, ça n'est pas de la schizophrénie. Mais ça devrait être appris à l'école. Ça devrait être appris dans l'éducation. Ça devrait être des choses qui seraient apprises dès le départ, ce qui fait que ça éviterait qu'on se trimballe encore à 40, 50, 60 ans des boulets, des choses qu'on n'a pas tout simplement appris à transformer nous-mêmes, alors qu'on est soi-même notre meilleur coach. C'est un cheminement sur lequel on peut décider, en tant que capitaine de bateau, de s'inscrire à partir de maintenant.